Donc, bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 24 juin. Je vais commencer par faire l'appel. Bertrand Houillon présent. Frédéric Dulac. Présent. Tristan Jacques, absent. Pouvoir à Roberte Drapron. Laurence Renard. Présente. Roberte Drapron. Présent. Émilie Stella, absent. Pouvoir à Bertrand Houillon. Arnaud Boutier. Il est là. Magali Douce. Présente. Jean Tanserel. Présent. Eliane Goliot, absente. Pouvoir à Christelle Guillard. Brigitte Boucher, absente. Pouvoir à Denis Guyard. Denis Guyard. Présent. Raymond Vesco. Présent. Yolande Brobon. Présente. Fabienne Belin. Fabienne Belin, absente. Pouvoir à Magali Douce. Patrick Marquet. Présent. Guéry Mondelière, absent. Pouvoir à Jean Tanserel. Denis Vergniaud. Présent. Slimane Moala, absent. Pouvoir à Yolande Brobon. Christelle Guillard. Présente. Salem Labrague. Présent. Charles Renard, absent. Pouvoir à Laurence Renard. Nicolas Largès. Oui. Thérèse Malem est démissionnaire. Je vais y revenir sur le courrier qui m'a été remis aujourd'hui. Caroline Lignoux, absente. Isabelle Salomé, absent. Pouvoir à Denis Vergniaud. Oui. Anne Dedon. Présente. Stéphane Bouchard, absent. Pouvoir à Anne Dedon. Étienne Bervin, absent. Pouvoir à Arnaud Boutier. Nous avons donc un quorum qui est atteint et donc je vous informe de la démission de Thérèse Malem. Je vous lis le courrier qui m'a été adressé. Alors qui m'a été adressé, il m'a été remis aujourd'hui. C'est par On l'a mail. reçu par mail, mais il y a quelques minutes. D'accord, parce que moi je ne l'ai pas reçu en fait. Voilà. Donc ça avait été remis là comme ça. Parce que c'est un courrier qui m'a adressé. Pardon, c'est un courrier qui m'a adressé mais que j'ai pas reçu. Donc 19h47, peut-être alors. Attendez. Donc, une démission reçue donc à 19h47, avec un courrier que je vous lis. Monsieur le maire, élu sur la commune depuis 2008, je n'ai pas à rougir de mon investissement pour Manille-les-Hameaux. Lors du conseil municipal du 27 mars dernier, des qualificatifs personnels négatifs m'ont été adressés par l'un de vos colistiers. Ceux-ci sont irrecevables et entachent la mission dans laquelle j'ai été élu. En effet, si le fait de poser des questions au groupe majoritaire, de s'interroger sur les sujets importants, de remettre en question des choix suscite des attaques non argumentées, je vous demande à quoi sert l'opposition. Les personnes qui me connaissent vraiment savent à quel point je réfute tout acte discriminatoire et que je défendrai sans concession la laïcité et le droit de culte pour tous sous condition d'un choix libre et éclairé. J'ai donc décidé de vous donner ma démission afin de rester en accord avec mes convictions. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes sincères salutations. Ne sachant pas à quoi il y a fait référence, forcément c'est compliqué de répondre directement, mais je me permettrai de répondre à Thérèse Malem. En attendant, je la remercie donc pour l'ensemble de ses actions au service du bien commun sur la commune de Manille-les-Hameaux. Et nous interrogerons donc les suivants sur la liste
acceptent d'être conseillers municipaux. Je vous propose en secrétaire de séance Frédéric Bulac, sauf si éventuellement il y a d'autres candidats. Donc Frédéric Bulac sera notre secrétaire de séance et on va passer en premier à l'approbation du procès-verbal du 27 mai dernier. Je n'ai pas reçu de remarques. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Abstention? Refus de vote? Contre? Unanimité, merci. Ensuite, modification du tableau des effectifs. Donc là, il s'agit d'évolution de carrière, d'avancement de grade. Et donc vous avez l'ensemble de la liste. Je ne vais peut-être pas vous la relire entièrement. Ça concerne des postes d'adjoint administratif, d'adjoint technique, d'animateur principal, d'adjoint d'animation principale et d'éducateur de jeunes enfants. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Anne Dedon? Donc c'était juste pour confirmer, en fait il s'agit d'agents déjà dans la commune mais qui changent de grade. Il s'agit d'avancement de grade. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Ensuite, nous avons besoin donc de renouveler une convention avec le CIG concernant la médecine du travail pour pouvoir assurer donc la surveillance médicale des agents et les actions donc, sur le milieu du travail. C'est une convention pour une durée de 3 ans qui est renouvelable tacitement une fois pendant 3 ans. Et donc aujourd'hui on est au bout de la convention que nous avons déjà avec le CIG et la proposition est de renouveler cette convention que vous avez. Anne Dedon, une question? Oui, je voulais savoir par rapport aux 3 ans précédents, est-ce que c'est exactement le même périmètre et les mêmes fréquences de mission? On est exactement sur le même fonctionnement qu'auparavant et ce sont des choses qui sont regardées avec les représentants du personnel avec un bilan annuel qui est dressé par la médecine du travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Ensuite, une autre délibération qui concerne cette fois les Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous avons donc la responsabilité dans le cadre de nos compétences de l'entretien, en tout cas de la mise en propreté des zones qui sont notamment aux abords du golfe, c'est-à-dire les villages de Corbeil et puis les piquetages, etc. Vu l'éloignement par rapport à notre base d'agents et finalement la proximité du côté de Guyancourt pour tout ça, il a été discuté entre les deux communes que ce soit la commune de Guyancourt qui fasse pour notre compte l'ensemble de ces entretiens. Nous nous sommes mis d'accord donc sur les prix unitaires horaires par rapport à la main-d'œuvre et les forfaits journaliers sur les déplacements qui correspondent à ce qu'on fait habituellement quand on se donne quand on se transmet en fait des actions les uns les autres. Vous avez donc le prix unitaire forfaitaire à l'heure de 21,30 € et puis par jour sur le déplacement à 7 €. Donc je vous propose
valider cette convention, ce qui nous permettra d'être plus efficient en termes de fonctionnement sur cette propreté. Y a-t-il des questions ou des remarques à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Ensuite, je vais laisser la parole à Jean Tanserel par rapport aux délégations du Conseil municipal ouvert sur les demandes d'autorisation d'urbanisme. Merci. En fait, le conseil municipal gère un certain nombre gère énormément d'affaires. Il y a aussi des affaires qui se relèvent un petit peu comme la police municipale du maire. Et puis il y a toute une série d'attributions qui peuvent être par le conseil municipal déléguées à monsieur le maire. Ça c'est l'article 2021-22 du Code des collectivités territoriales qui est cité ici. Et si vous allez voir cet article, eh bien effectivement, il y a beaucoup d'alinéas, il y en a exactement 31. On voit que dans de nombreux domaines, eh bien, le maire peut prendre des décisions. Ça va aux emprunts, par exemple, dans le cadre de notre politique de développement. Ça passe aussi par les associations, la création de classes. Il y a beaucoup de domaines, c'est très varié. Et l'alinéa 27, lui, concerne l'urbanisme. Et c'est l'alinéa qui nous intéresse ce soir, parce qu'on a pris une délibération dans la foulée des élections en 2020, et on a repris texto, en fait, cet article sur... en droit d'urbanisme, le droit de construire, le droit de démolir, d'aménager. Et par cette délibération ce soir, on précise en fait le secteur d'activité dans ce domaine du maire. On limite en quelque sorte son attribution. Donc ça participe sans doute à plus, je crois que ça va dans le bon sens, plus de transparence encore. Et que on émet donc ça reste toujours vrai, mais on émet une réserve, une limite en quelque sorte, lorsqu'il y aura autorisation préalable avec comment dire, Détachement. Pardon ? Détachement. Division et détachement, merci monsieur le maire, en termes d'aménagement, et bien là il faudra que le projet passe en conseil municipal. Voilà. Et donc, on abroge la délibération de 2020. Et je rappelle qu'il n'y a que cet article, ce petit point 27 de l'article qui est concerné. Des questions? Anne-Dedans? Du coup, comme il y aura moins de sujets qui seront portés ici au vote, qu'est-ce qui est prévu pour assurer la transparence de ce type de décision? Est-ce que ce sera abordé en commission, dans des registres ou... Enfin, j'ai pas la réponse. En fait, il y a plus de sujets qui seront abordés ici, puisque j'avais des délégations très élargies en tant que maire dans ce cadre-là, et c'est le conseil municipal justement qui reprend ces délégations, et notamment sur la délégation. Donc j'ai toujours les délégations sur les permis de construire, sur les permis d'aménager, les déclarations préalables, parce que vous avez dans la note de synthèse les permis de démolir. Par contre, sur les permis d'aménager, il y a une exception qui est ajoutée, qui est l'exception de lotissement avec division de terrain et détachement de l'eau en vue de construire. Et donc tout ça, ça permet justement, comme le disait Jean très justement, d'avoir une transparence plus large directement au conseil municipal. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou des remarques? Alors, qui est pour? Abstention? Refus de vote?
Qui est contre? Unanimité. Ensuite, deuxième délibération, l'autorisation de Néomer sur le dépôt d'une déclaration préalable. Alors, c'est en quelque sorte une illustration, une première mise en œuvre de cette délibération précédente, puisque là il s'agit d'autoriser Monsieur le maire, dans le cadre d'une opération de détachement d'une parcelle, c'est la parcelle à 39, je crois. Donc, il s'agit de la détacher d'une parcelle plus large qui fait presque 20 000 m². Donc, vous avez un petit schéma à la fin. Et tout cela pour permettre, donc, suite à ce qui a été conclu ensemble, la mosquée, la salle de prière de l'association des musulmans de Mali. Salle de prière. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas dedans? J'ai pu lire dans le dossier que le terrain était sur... c'est le club de tennis qui est sur cette partie du terrain. Et À côté. à côté. Et une des questions, c'est est-ce qu'il y avait une autre vocation initiale pour ce terrain, en particulier sur des activités sportives? En fait, d'après le code de l'urbanisme, c'est un zonage très précis, et on est sur une parcelle qui est liée à de l'aménagement, donc services publics ou services d'intérêt collectif, constructions qui vont dans ce sens-là. Et là, la salle de prière, ça rentre dans ce cadre. Voilà. Et comme j'ai pu l'évoquer notamment pendant la réunion publique, nous n'avons pas d'autres projets en fait sur cet espace-là. Et d'ailleurs, pour être très clair sur ce sujet, on a eu l'occasion avec Roberto ce week-end d'aller à la journée porte ouverte du club de tennis qui nous a évoqué porter un projet de paddle. Alors, je le dis comme ça, ce n'est pas du tout abouti, évidemment. Donc, n'allons pas imaginer qu'il y a quelque chose d'abouti sur une création d'activité de paddle, mais pas du tout en fait à cet endroit-là. Sur l'ensemble de l'espace du pôle Anctil qui reste très aménageable encore. Sur l'ensemble, paddle couvert, je précise, parce que ça fait beaucoup de bruit. Et donc, évidemment, si on voit qu'on peut aboutir à avancer dans ce dossier-là, ils savent déjà qu'on avancera, puisqu'on a beaucoup d'espaces qui sont disponibles. Ça n'obère pas, en fait, les possibilités de développement des activités sportives qui peuvent exister sur place. Je prends l'exemple des terrains de tennis, où on voit bien tous les terrains de tennis, il y a encore de l'espace pour pouvoir en développer d'autres là où ils sont, et évidemment pas proche de la route, pour les raisons évidentes que nous pouvons connaître d'envoi des balles, qui parfois, malgré les grillages hauts, on l'a vu aussi, on l'a constaté directement à nos dépens ce week-end, peuvent très rapidement passer les grillages. Voilà. Ça dedans? Donc effectivement, j'avais entendu parler de ce projet paddle et c'était un des axes possibles de la question. Et pourquoi est-ce que le terrain qui va faire l'objet de la découpe et qui sera proposé est aussi grand par rapport à un projet de bâtiment de taille modeste dessus? Alors, ceci permet d'augmenter la surface de stationnement disponible. Vous savez, sur les équipements publics de manière générale, le nombre de places de stationnement est finalement assez réduit par rapport à l'accueil qui peut être possible sur tous les équipements publics de manière générale. Et cet espace-là donc va permettre, pour répondre aux réglementations aussi du PLUI,
de pouvoir doubler le nombre de stationnements, que ce soit pour des voitures ou pour des vélos. Et d'où la surface plus importante. Après, évidemment, on regardera nous dans les éléments de vente par rapport aux possibilités de constructibilité sur l'ensemble du terrain, puisque évidemment, l'objectif est d'avoir le plus de stationnement possible sur leur espace et une construction qui répond aux besoins, mais qui n'est pas surdimensionnée non plus. En fait, on a des pourcentages d'espace vert. Alors, de mémoire, on est à 40% espace vert sur cette zone-là. C'est ce qu'on a présenté sur la réunion publique. Ce qui fait que, sachant que les espaces de stationnement sur un équipement public ne sont pas comptabilisés, même s'ils sont en evergreen, ne sont pas comptabilisés comme de l'espace vert, ce qui est différent de la construction privée. Et donc forcément, il faut pouvoir jouer sur la taille du terrain par rapport à tout ça. Évidemment, une fois que la délibération sera prise, nous serons en capacité d'interroger les domaines par rapport au prix, puisque c'est les domaines qui fixent le prix, c'est pas nous, et c'est pas l'offre et la demande non plus. Et dans ce cadre-là, donc, les domaines fixeront le prix, et ensuite on reviendra vers l'association pour voir s'ils sont d'accord aussi pour acheter. D'autres questions? Elle de non? Il y a un sujet similaire qui a été fait à Saclay, en tout cas avec vente d'environ 1000 m² pour une association catholique qui à la fois fait un lieu de rassemblement catholique en lien aussi avec la science, donc c'est mixte science et religion, et pour ce projet-là, le terrain qui leur a été vendu au prix du marché, donc 500 000 € de 1000 m², et non pas un prix de domaine, parce que je crois comprendre qu'un prix fixé par le domaine, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux de prix que le prix du marché. Alors, nous, c'est un terrain public. Et tout terrain public qu'on vend, mais c'est le cas pour l'ensemble des collectivités autour de nous, les collectivités ont obligation de demander au domaine et ensuite de vendre au prix des domaines plus ou moins 10%. Et éventuellement de justifier s'il y a des travaux supplémentaires, etc., de justifier tout ça en fait si le prix est moindre ou supérieur par rapport aux travaux, aux investissements qui seraient obligatoirement engagés par la collectivité. Mais tout ça est vraiment fixé réglementairement. Donc, alors après, je ne connais pas le projet spécifique sur Saclay. Est-ce que c'était du terrain privé? Est-ce que c'était du terrain qui était sur un portage, on va dire, d'agriculteurs, etc. derrière? Et enfin voilà, je ne peux pas vous répondre là-dessus. En tout cas, sur notre commune et sur ce que je connais aussi au niveau de l'agglomération, puisqu'on a régulièrement des ventes dans ce cadre-là, on est toujours avec une fixation de prix des domaines. D'accord. Sinon, dernière intervention, donc le sujet du mosquée Amani enflamme un peu les débats depuis 10 ans, depuis la campagne municipale de 2014. Ça avait commencé à ce moment-là. C'est pas un sujet serein pour débattre et communiquer. C'est un sujet qui divise les habitants. Du coup, c'est pas forcément un contexte qui nous permet de faire un choix totalement libre et éclairé, pour reprendre la formulation de Thérèse Malem, qui aurait souhaité pouvoir faire un débat et un choix libre et éclairé.
je retrouve regrettable que l'avis des Manicouars ne soit pas demandé sous forme d'une consultation. Et par rapport à l'historique politique et politisé de ce sujet, nous inviterons les citoyens qui le souhaitent à consulter notre site pour un éclairage plus détaillé. C'est votre choix. Voilà. Vous évoquiez des divisions. La politique, parfois, se transforme en joute et en débat politicien, partisan, qui, malheureusement, cherche plutôt à enfoncer l'adversaire qu'à travailler sur des sujets. Moi-même, c'est ce que j'ai clairement constaté. D'ailleurs, suite à la période de tentative de division très claire que nous avons connue, et principalement sur la fin d'année dernière, on a continué de prendre le temps de manière sereine au niveau de l'équipe municipale pour pouvoir regarder toutes les possibilités et répondre aussi à un certain nombre d'interrogations qu'ont suscité ces basses tentatives de manipulation, mais aussi pour pouvoir répondre aux interrogations légitimes que peuvent avoir un certain nombre de nos concitoyens dans le contexte dans lequel on est. Tout ça, on l'a fait. On a eu l'occasion et on a pris l'initiative d'organiser une réunion publique sur laquelle beaucoup de monde s'est déplacé. On a eu 240 personnes présentes. L'ensemble de la population y avait été invitée. On a refusé personne à l'entrée, d'ailleurs. On a refusé personne à l'entrée. Évidemment, des conditions de sécurité à un moment donné qui sont ma responsabilité, et je fais évidemment attention à tout ça par rapport aux questions de jauge, mais même des personnes qui avaient reçu un refus en fait, sur l'inscription, parce qu'évidemment, je les connais, sont venus, donc j'ai aucun sujet là-dessus. Les personnes ont pu poser des questions de manière tout à fait libre, et d'ailleurs ça s'est vu sur un certain nombre de questions qui m'étaient posées. On a pris le temps d'échanger, on a pris le temps de répondre à un certain nombre de questions, mais il y a une chose qui doit rester très claire, et sur laquelle, justement, un tract il y a quelques mois interrogeait la légitimité de faire un lieu de culte, et donc un référendum par rapport à la légitimité de faire un lieu de culte. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question parce qu'il y a un principe de laïcité qui est très clair. Et ce principe de laïcité doit permettre la liberté du culte et donc l'édification de lieux de culte pour les cultes organisés qui le souhaitent, sous contrôle de l'État. Et je ne reviendrai pas donc sur l'ensemble des éléments de contrôle qui ont été maintes fois répétés et encore répétés à la réunion publique. D'ailleurs, toutes les présentations sont sur le site internet de la ville et tout le monde donc peut vérifier tous ces éléments-là. Aujourd'hui, nous continuons d'avancer. Ce lieu-là permet d'avoir un terrain plus grand qui facilite le stationnement, qui est proche des différentes lignes de bus, qui reste accessible en termes de cyclables et à pied, qui est directement dans le centre-bourg de la commune, donc qui est aussi central par rapport à l'ensemble de la commune, qui répond aux besoins d'un culte qui en a exprimé le besoin depuis quelques années auprès de l'État et auprès de notre commune, et qui est assez éloigné aussi des habitations, puisque c'était aussi une interrogation qui était sur d'autres parcelles, notamment pour éviter sur certains horaires aussi des nuisances sonores ou autres qui sont imaginées, mais c'est vrai que dès qu'on a un groupement de personnes, on peut imaginer ça.
Aujourd'hui, c'est un lieu qui est, en tout cas ce terrain qui est choisi, est un lieu qui est aujourd'hui accessible et qui n'obère pas de projet pour la commune, vu où il est situé aujourd'hui. Voilà. Donc je pense qu'on a répondu à un certain nombre d'interrogations. L'association, je le sais, souhaite pouvoir continuer d'avancer aussi avec l'ensemble des habitants et de présenter les éléments au fur et à mesure, notamment avant leur dépôt de permis de construire, etc. Aujourd'hui, je considère qu'on est sorti des tentatives malheureuses de division qu'il y a eu, et des tentatives politiciennes qu'il y a pu y avoir. Et mon souhait, c'est qu'on puisse avancer de manière sereine, dans une commune où on le sait, on en discute très régulièrement tous ensemble, il y a un vivre ensemble qui reste un défi pour maintenir, et qu'on doit tous s'attacher à maintenir. L'ensemble de nos associations et l'ensemble des habitants et nous-mêmes avons cette responsabilité. Aujourd'hui, on peut, je pense, avancer sereinement en discutant sur une question d'installation d'un lieu de culte, quel qu'il soit. Et pour terminer, je rappelle qu'il y a un contrôle des services de l'État sur l'ensemble de la démarche. Et là-dessus aussi, j'aimerais que tout le monde garde son sang-froid et évite de colporter des rumeurs ou des interrogations qui ne sont pas fondées par les contrôles faits par les services de l'État aujourd'hui. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Abstention? Refus de vote? Contre? 2 abstentions, 1 contre. Merci. La délibération suivante concerne une modification des statuts, et toujours pour Jean Tanserel, au niveau des compétences de l'agglomération. Merci. Alors là, c'est une délibération assez simple, au moins dans l'énoncé. On vous parle de crémation avec quelques chiffres, quelques données qui permettent de mesurer l'enjeu de ce dossier, à savoir qu'il y a de plus en plus de crémations, donc ça augmente de 1% par an, notamment en Ile-de-France, mais en Bretagne, par exemple, pourtant une terre souvent un peu réticente de ce côté-là, bien là-bas aussi, crémation se développe. Et nous, à Saint-Quentin, enfin dans les Yvelines, il se trouve qu'on n'a qu'un crématorium, et en plus, il est un peu au nord, plutôt, il est au bureau. Alors, les familles, lorsqu'ils ont besoin de recourir à ces services, elles doivent aller soit à côté du département voisin des Hauts-de-Seine, ou alors, pour nous, même si ce n'est pas dit dans la délibération, dans l'Essonne. Donc, l'idée, c'est de doter notre communauté d'agglomération de cette compétence, nouvelle compétence, c'est une compétence à part entière, qui s'appelle création, gestion et extension des crématoriums. Donc, Saint-Quentin a déjà délibéré sur le dossier. Il faut maintenant que chaque commune, puisqu'on demande des délibérations concordantes, délibère, et ce soir, c'est à notre tour de le faire pour qu'on puisse bénéficier de ce nouveau service, nouvel équipement communautaire. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Je vous fais faire l'exercice ce soir. Contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Autre délibération pour Jean, c'est un conseil pour Jean aujourd'hui. Pour les fois, j'ai rien. Convention mise à disposition du SIG de Saint-Quentin. Alors, oui, effectivement, Saint-Quentin dispose d'un SIG, d'un service d'information géographique. Depuis 2018, il est mis à disposition de la communauté d'Aglo, mais aussi des 12 communes. Et on avait déjà délibéré dans le cadre d'un avenant sur cette convention
en 2022, parce qu'en début d'année 2022, il y a eu une loi dite 3DS, et qui a apporté une modification sur la base d'adresse locale. Donc là, c'était un avenant. Saint-Quentin a dû revoir son outil, son portail, et on est appelé à prendre donc cette délibération pour cette nouvelle convention et cette nouvelle mise à jour des données géographiques, convention de 4 ans. Alors, je vous passe la convention, vous l'avez peut-être lue attentivement, elle est très complète sur toutes les données référentielles qui sont concernées. Ça concerne l'eau, l'énergie, l'habitat et après les outils, évidemment, que ça peut générer, l'outil informatique, l'outil web lui-même, les licences également qu'on peut avoir par rapport à ce système d'information évidemment, c'est le plus important, les obligations, parce qu'une convention, c'est un contrat et ça crée des obligations de part et d'autre. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est la mise à disposition. Et pour les communes, c'est de la mise à jour et la transmission de nos bases locales à ce système national. Et c'est pas neutre pour la commune parce qu'il faut mettre à disposition des ressources techniques, des ressources humaines. Voilà, c'est important, c'est un travail au fil de l'eau qui se fait pour avoir toujours un document le plus à jour possible. Merci Jean pour cette présentation. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à cette convention? Non. Je propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité, merci. Je laisse maintenant la parole à Magali Douce concernant la modification du règlement intérieur des temps péris extrascolaires. Merci, bonsoir à tous. Il s'agit de 3 modifications mineures, puisque l'objectif est de venir préciser des points existants. Le premier concerne les parents qui ont une activité, qui mettent leurs enfants en périscolaire et qui ont une activité qu'il est difficile en fait de déterminer à l'avance, comme les pompiers, les infirmiers et autres. Donc ces personnes ont la possibilité d'adopter le forfait pour que ça puisse rentrer dans leurs inscriptions et surtout un coût qui peut être moindre. Mais on a rajouté une petite précision, on va demander à ces personnes d'indiquer les jours où leurs enfants viendront. Donc s'ils choisissent un forfait 3 jours, pardon, et bien d'indiquer, dès qu'ils connaissent leur emploi du temps, en fait, les jours durant lesquels ils mettront les enfants à la cantine, par exemple, ou au péri, de façon à pouvoir mettre toujours en adéquation le personnel avec le nombre d'enfants présents. Donc ça, c'est la première. La deuxième, vous savez que lors du la dernière modification du règlement intérieur, donc en juin l'an passé, on a réduit en fait le nombre de places permettant l'accueil des enfants en centre de loisirs, de façon à ce que le nombre de places corresponde à la jauge en fait de ces structures. Nous avons toujours accueilli des familles de l'extérieur en fonction des places disponibles. Aujourd'hui, ces familles qui se positionnent sauront dès la fermeture s'il y a une place ou pas pour elles. Puisque, vous savez, ça représente quand même, pas obligatoirement beaucoup de familles, mais nous avons une liste d'attente qui est un petit peu importante depuis cette année. Et le troisième point, vous savez qu'on avait adopté l'an passé des pénalités pour les familles qui ne mettent pas leurs enfants qui sont inscrits au péri. Juste pour rappel, pour les dernières vacances, il y avait 211
absence en fait d'enfants sur 15 jours de vacances au périscolaire, dont 30 justifiés, puisqu'il y en avait 180 non justifiés. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il n'est pas possible de redonner une place à d'autres enfants. Parce que le travail du service, c'est d'appeler le matin dès qu'ils se rendent compte de l'absence de leurs enfants, de ces enfants, pardon, d'appeler les parents. Sauf que quand on rappelle par la suite des familles en leur disant il y a une place qui se libère à 9h30, à 10h, bah, ils ont déjà trouvé depuis un petit bout de temps un mode de garde pour leurs enfants. Donc, on avait indiqué pénalité pour ces familles. On conserve la pénalité, mais par contre, si, et c'est ce qu'on aimerait induire, c'est que ces familles prennent le temps d'avertir le service enfance, justifier les absences en temps et en heure, de façon à ce qu'on puisse redonner cette place à un autre enfant de la commune. Et en contrepartie, si cette famille, elle prévient à l'avance, on peut redonner la place à une autre famille, et bien effectivement, il n'y aura pas cette pénalité et il n'y aura pas la prise en charge de cette journée qui est donnée à quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Et donc, on demande au conseil municipal d'autoriser ces 3 modifications qui viennent préciser un petit peu mieux les articles du règlement intérieur. Merci Magali. Y a-t-il des remarques ou des questions? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité? Merci. Ensuite, au niveau scolaire, donc, pour l'absence d'Émilie, je vais vous présenter ce point qui est un point classique en fait d'organisation des temps scolaires. Nous avions pris une délibération en 2018 qu'on avait déjà renouvelée à plusieurs reprises, il me semble. En 2018, voilà, qui était valable pour 3 ans, ce sont des dérogations, et donc il convient aujourd'hui de renouveler à nouveau pour 3 ans. Nous avons sollicité, donc ça concerne l'organisation des temps scolaires et la répartition donc sur 4 jours, puisque sinon l'organisation est sur 4 jours et demi. Nous avons donc sollicité l'avis de chaque conseil d'école. La presque totalité des conseils d'école ont donné un avis, sauf un qui n'a pas donné d'avis en fait. Donc Rosa Bonheur, le conseil d'école de Rosa Bonheur n'a pas donné d'avis. Et les autres conseils d'école ont donné un avis, qui est un avis favorable, à la majorité ou à l'unanimité suivant les conseils d'école. Et donc il est proposé de suivre cet avis, donc, qui est de continuer sur cette dérogation sur une organisation sur 4 jours à Manille. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Refus de vote? Unanimité. Et enfin, une délibération pour Roberto Drapon qui concerne une association qui s'appelle la Bicyclette Verte. Donc la bicyclette verte a pour objet l'apprentissage de la réparation de bicyclettes. Pardon. Donc l'association La Bicyclette Verte a pour objet l'apprentissage de la réparation de bicyclettes auprès d'adhérents par des bénévoles. Cette association a reçu une subvention par la communauté d'Agglo d'un montant de 1 000 € pour implanter une antenne sur les villes de Guyancourt, Morpas, Coignères et donc Magny-l'Amour. Déjà installé sur Guyancourt et sur Montigny, on a commencé les ateliers aussi sur Magny, et donc l'association s'engage à mettre en œuvre cet atelier, à le pérenniser une fois par semaine, les mardis de 17h à 19h, pour l'instant dans la salle du centre social à Verchelieu. L'idée c'est de former des bénévoles magnicrois pour permettre d'intervenir dans ce cadre de réparation de vélos. Et donc on propose au conseil municipal de verser une subvention de fonctionnement de 150 € à l'association Bicyclette Verte.
Merci Roberto pour cette présentation. Y a-t-il des remarques ou des questions à ce sujet? Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Abstention, refus de vote, contre, unanimité. Merci. Il y a la liste des décisions municipales. Y a-t-il des questions sur cette liste? À deux noms. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit point par rapport à la maison de l'environnement et donc les soucis de fuite du toit qui ont nécessité de réorganiser autrement les nombreuses fêtes et spectacles de fin d'année et quelles sont les échéances un peu des réparations par rapport au contrat qui est pris de 111 000 € pour réparer. Je vais laisser Raymond Vesco répondre sur ce sujet-là et nous donner l'ensemble des informations disponibles. Ouais, alors, nous avons eu l'occasion d'y aller tous les deux. On n'avait pas pu monter jusqu'à la toiture. Dès qu'on a pris possession des locaux, on a constaté effectivement un certain nombre d'infiltrations inexpliquées. J'ai eu l'occasion de le dire ici, les services de l'agglomération ont fait ce qu'ils devaient faire, y compris une série de travaux après la cession du bâtiment, comme il s'y était engagé. Et malheureusement, on a eu une pluie d'orage extrêmement forte qui a entraîné une inondation totale du bâtiment, avec une dégradation extrêmement importante des faux plafonds. Et on a constaté des trous, des centaines de trous sur la couverture. Ceux que ça intéresse chez des photos, c'est assez impressionnant. Dû à la grêle, et donc visiblement le liner était complètement cuit et a fini par être percé. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle, maintenant les deux toitures plates qui ont pris la même grêle et qui avaient été faites au même moment ont subi le même sort et se mettent également à fuir. Et donc on a demandé là un chiffrage de la réparation. Donc pour ce qui est de la toiture, les travaux ont commencé, la toiture principale, pour 3 semaines, donc là ça fait déjà une semaine. L'entreprise met des équipes doubles, parce que bien entendu il faut tout découvrir, et donc en cas d'orage, ça veut dire que là ça rentre directement dans le bâtiment. Donc il y a des renforts qui sont mis par l'entreprise qui a été extrêmement réactive. Alors, à vrai dire, on avait un peu anticipé les choses et on avait déjà demandé un certain nombre de chiffrages par des entreprises, ce qui nous a permis de réagir extrêmement vite suite à ce dégât des eaux. Ce qui va être le cas aussi pour la deuxième partie, les deux autres toitures concernées, de chaque côté de l'accueil de la maison de l'environnement. L'assurance est passée, l'expert est passé, les dégâts intérieurs seront pris en charge par l'assurance. On a presque plus cher de dégâts intérieurs que de réfection de toiture, en tous les cas à peu près la même chose. On a passé le marché pour la réfection des faux plafonds intérieurs. Il faut tout faire tomber et tout refaire, changer une grosse partie du matériel électrique et électronique, les faux planchers et une grande partie du plancher de la salle. Donc tout ça sera pris en charge par l'assurance. On avait mis aux investissements une certaine somme au plan pluriannuel d'investissement pour la réfection de la toiture. Et monsieur le maire a eu des échanges avec l'agglomération qui va regarder d'un bon oeil, si j'ai bien compris, une aide caractère exceptionnel, on ne connaît pas ni le montant ni les modalités, mais en tous les cas, une aide exceptionnelle pour nous aider à
remettre ce bâtiment en état le plus vite possible. On vise une réouverture très rapide, en tous les cas, au plus tard, selon moi, 1er septembre. Alors la nouveauté, c'est la dégradation de l'accueil, parce qu'il y a un bout de faux plafond qui est tombé cette semaine, là, suite aux dernières pluies. Donc on va avoir la grande salle qui va être opérationnelle, l'accueil en partie opérationnel, le MagLab très certainement non opérationnel, et puis la partie exposition non opérationnelle. Voilà, on en est là pour l'instant, mais tout ça va se faire très vite en termes de réparation. Voilà ce que je peux dire sur cet épisode pluvieux. Et les services ont été extrêmement réactifs pour intervenir. Là, toutes les équipes, Espace Vert, tout le monde s'y est mis pour sauvegarder tout ce qu'on a pu sauvegarder dans le bâtiment, replier les bancs, les tortures, tout mettre en sécurité. Merci Raymond, et j'en profite pour compléter en termes de remerciements aussi la réactivité des services pour réorganiser toute cette fin de saison. Et quand je dis toute cette fin de saison, qui concernait toutes les restitutions de fin d'année, puisque c'est les Arts Fonds École, notre festival de fin d'année, à la fois sur tout ce qui est spectacle d'école, spectacle associatif, et on a réussi à trouver certaines salles. Je remercie aussi la conservatrice par intérim du musée de Port-Royal qui nous a mis à disposition la Grange Allier pour certains spectacles, on va dire, de grande contenance. Et puis plus particulièrement sur les agents de services culturels. On a un agent qui est là ce soir, mais qui, je sais, a passé des heures et des heures, notamment ce week-end encore, sur Port-Royal pour pouvoir aménager et accueillir un spectacle qui était le spectacle de la MEC, et qui ne compte pas ses heures pour pouvoir mener à bien tout ça. Et donc je salue à travers lui l'investissement de l'ensemble de nos agents qui font un sacré boulot sur la commune, avec la passion à la fois de leur métier, mais à la fois aussi du service public et du bien-faire pour les habitants. Voilà. Donc c'est des exemples franchement de véritables services publics comme on l'aime en fait. Voilà. Donc merci, et j'en profite comme vous êtes là. Merci. Anne Denon ? Je voudrais demander une petite précision. J'avais en tête que quand il y a des intempéries, les assurances prennent également en charge le changement du toit. C'est pour quelle raison qu'ils ne l'ont pas pris en charge? C'est pas reconnu. C'est pas reconnu, et on n'est pas en catastrophe naturelle en fait sur les intempéries qu'il y a eu sur l'ensemble de notre région. Certes, on avait quelques orages, etc., mais en fait, on n'a pas d'intempéries plus exceptionnelles que ça, comme on a pu en connaître par le passé, des exceptionnels. On a regardé cette question-là dès le début, bien entendu, parce que la première chose qu'on a essayé de faire prendre en charge, c'est la totalité de la toiture. Et ça va marcher. Voilà. Il y a une station météo qui s'appelle TRAP, entre autres, et c'est ce qui sert de référence, et malheureusement, il n'a pas grêlé comme chez nous à TRAP. Voilà. Et on n'a pas... Bon, non, le reste, je le dirai en dehors du conseil. Pour ce qui est des discussions avec l'agglomération, en effet, maintenant il faut qu'on puisse voir techniquement ce qui est faisable côté agglomération, à la fois au niveau juridique. Quand je dis juridique, c'est par rapport aux compétences de l'agglomération et le droit à financer en fait, des éléments comme ça, sachant que l'agglomération nous avait aussi accompagnés avant sur un certain nombre de réparations, après la vente, après la rétrocession sur un certain nombre de réparations,
Et quand j'ai signalé les déboires dans lesquels on était, très directement, il y a eu un accord oral de principe pour pouvoir nous aider au mieux pour passer cette phase-là, et puis également de la part des autres collègues maires de l'agglomération qui ont aussi regardé dans leurs équipements. On n'en a pas eu besoin au final. Alors de l'agglomération et pas que, parce que Châteaufort, Saint-Rémy, Chevreuse aussi ont regardé à notre demande pour pouvoir accueillir les spectacles aussi. Donc on peut aussi les remercier là-dessus. Ça fait partie des bonnes ententes qu'on a au niveau des différentes collectivités, parce qu'on sait que ce qui peut arriver chez nous en plus, ce qui arrive chez nous peut arriver aussi chez eux, et là-dessus il est important aussi qu'on puisse se serrer les coudes les uns les autres. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous propose donc de clore ce conseil municipal. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite de passer un bel été olympique et paralympique. Et évidemment, je vous donne rendez-vous sur les différents événements à suivre jusqu'à la fin de l'été. Et plus particulièrement, par exemple, à RTT en premier lieu. Et puis ensuite, pour pouvoir assister notamment à l'une des épreuves gratuites des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est la course cycliste qui passera à Manville-les-Hameaux, les courses cyclistes masculines et féminines qui passeront les 3 et 4 août prochains à Manville-les-Hameaux, à la fois RD 91 rond-point du Loyer et à la fois route de Versailles. Donc un beau spectacle en perspective. Voilà, merci à tout le monde.